Saviez-vous que, sous nos océans, il existe un monde où la vie ne dépend pas du Soleil, mais de la Terre elle-même, dans des abîmes qui atteignent des profondeurs de plus de 10 000 mètres? C'est un royaume de pression écrasante, de températures bouillantes et de produits chimiques toxiques qui abrite des créatures extraordinaires qui défient tout ce que nous savons de la survie. Nous faisons référence aux zones de subduction, des endroits où une plaque tectonique glisse sous une autre, recyclant la croûte terrestre et donnant naissance à des phénomènes géologiques étonnants. Ces zones sont les architectes de fosses océaniques très profondes, de chaînes montagneuses imposantes et d'arcs volcaniques explosifs. Mais au-delà de leur imposante géologie, ces régions cachent des écosystèmes uniques, de véritables oasis de vie extrême dans l'obscurité perpétuelle. Comment est-il possible que quelque chose prospère dans des conditions aussi incroyablement hostiles? La clé réside dans un processus appelé chimiosynthèse, une forme de production d'énergie qui n'utilise pas la lumière solaire. Au lieu de cela, des organismes spécialisés, principalement des bactéries et des archées, convertissent des substances chimiques toxiques comme le sulfure d'hydrogène et le méthane en nourriture. Pensez-y, c'est l'énergie de la Terre elle-même, jaillissant de son intérieur, qui alimente toute une chaîne alimentaire. Ces micro-organismes forment la base d'un réseau trophique qui soutient des créatures qui semblent sorties d'un autre monde. Imaginez des vers tubulaires géants qui peuvent mesurer jusqu'à 2,5 mètres de long, sans bouche ni système digestif. Ils vivent en symbiose parfaite avec des billions de bactéries chimiosynthétiques qui vivent à l'intérieur. Ces bactéries transforment les produits chimiques toxiques en nutriments pour le ver, tandis qu'il leur fournit un refuge sûr. C'est une association mutuellement bénéfique qui a permis à ces créatures de prospérer dans des environnements où rien d'autre ne pourrait le faire. Et où se trouvent ces impressionnants écosystèmes? Principalement dans les sources hydrothermales, connues sous le nom de fumeurs noirs ou blancs, et dans les suintements froids. Les fumeurs noirs sont des cheminées sous-marines qui expulsent un fluide sombre, riche en sulfure métallique, à des températures qui dépassent les 350 degrés Celsius. L'eau de mer s'infiltre par les fissures de la croûte océanique, est chauffée par le magma sous-jacent et dissout les minéraux avant de jaillir à nouveau au fond marin. En revanche, les fumeurs blancs émettent des fluides plus clairs et froids, chargés de barium, de calcium et de silicium, à des températures plus basses. Les deux types de fumeurs créent des environnements riches en composés chimiques essentiels à la chimiosynthèse. Un exemple frappant est le champ de sources hydrothermales de la dorsale du Pacifique oriental, l'une des zones volcaniques sous-marines les plus actives. Là, à une profondeur d'environ 2500 mètres, la vie chimiosynthétique a été découverte pour la première fois en 1977. Pourriez-vous croire qu'avant cette découverte, la science pensait que toute vie sur Terre dépendait directement ou indirectement de l'énergie solaire? Cette découverte révolutionnaire a complètement changé notre compréhension de la biologie et de l'écologie planétaire. Elle a démontré que la vie peut émerger et prospérer dans des conditions extrêmes sans avoir besoin de la lumière du Soleil. Les suintements froids, d'autre part, sont des zones où le méthane et le sulfure d'hydrogène s'échappent lentement des sédiments océaniques à basse température. Ces sites abritent aussi une biodiversité étonnante, avec des moules et des palourdes géantes qui, comme les vers tubicoles, dépendent des bactéries chimiosynthétiques. La zone de subduction de Cascadia, au large de la côte nord-ouest du Pacifique nord-américain, est un exemple notable de région avec vastes suintements froids. Là, d'énormes colonies de moules et de vers tubicoles qui se nourrissent du méthane piégé dans les profondeurs ont été découvertes. Cette région est très active sur le plan sismologique et représente un risque considérable de tremblements de terre de méga poussée. Mais que se passe-t-il dans les fosses océaniques, le point le plus profond de ces zones de subduction? La fosse des Mariannes, dans l'océan Pacifique occidental, est l'endroit le plus profond connu de la croûte terrestre, atteignant presque 11 000 mètres dans l'abîme Challenger. Les pressions ici sont immenses, équivalentes à 50 avions jumbo empilés les uns sur les autres. Malgré cette pression imaginable, la vie persiste. Des poissons, des crustacés et des micro-organismes adaptés à ces conditions extrêmes ont été découverts. Les scientifiques ont découvert des amphipodes, des petits crustacés semblables aux crevettes, qui ont développé des protéines spéciales pour supporter la pression. Il existe même des bactéries qui se nourrissent des restes organiques qui tombent de la surface, s'adaptant à la pénurie de nutriments.
Les expéditions scientifiques utilisant des véhicules télécommandés et des submersibles habités ont été cruciales pour explorer ces royaumes cachés. Le submersible Alvin de la Woods Hole Oceanoblastic Institution a effectué des milliers de plongées et a été essentiel dans la découverte des sources hydrothermales. Plus récemment, le Deep Sea Challenger, piloté par James Cameron, a atteint le fond de l'abîme Challenger en 2012. Ces missions ne nous révèlent pas seulement la vie qui existe, mais nous renseignent également sur la résilience de la biologie et les limites de l'adaptation. Les zones de subduction sont également des laboratoires naturels pour étudier les processus géologiques fondamentaux. Les zones de subduction de mégapoussées, comme celui qui a provoqué le tsunami de l'océan Indien en 2004 ou celui de Tohoku au Japon en 2011, se produisent dans ces zones. Le séisme de Tohoku, d'une magnitude de 9,1, a déplacé l'île de Honshu de plusieurs mètres et a généré un tsunami dévastateur. Le séisme de ces événements sismiques libère une énergie équivalente à des milliers de bombes atomiques, remodelant le fond océanique et la topographie terrestre. De plus, la subduction joue un rôle vital dans le cycle global du carbone. Le carbone de la croûte océanique et des sédiments est entraîné vers le manteau, affectant le climat terrestre à long terme. C'est aussi un processus fondamental dans la formation de nombreux gisements minéraux. Par exemple, les grands gisements de cuivre de type porphyre que l'on trouve dans les Andes chiliennes et péruviennes sont directement liés à l'activité volcanique associée à la subduction de la plaque de Nazca sous la plaque sud-américaine. La mine Escondida au Chili, l'une des plus grandes mines de cuivre au monde, est un clair exemple de ce phénomène. Annuellement, elle produit des centaines de milliers de tonnes métriques de cuivre, un métal vital pour l'industrie et la technologie moderne. La vie extrême dans les zones de subduction a-t-elle des implications au-delà de notre propre planète? Absolument, ces écosystèmes nous donnent des indices précieux sur la possibilité de vie dans d'autres corps célestes. Des lunes comme Encelade de Saturne ou Europe de Jupiter ont des océans subsuperficiels où il pourrait y avoir une activité hydrothermale. L'existence de la chimiosynthèse ici sur Terre suggère que la vie n'a pas besoin de la lumière solaire pour prospérer, élargissant énormément les endroits où il pourrait y avoir une vie extraterrestre. Les zones de subduction sont en essence les tapis roulants de la planète, recyclant le matériel terrestre. Le fond océanique ancien et consumé et du nouveau matériel émerge dans les dorsales océaniques, maintenant la Terre comme un système dynamique. Cela signifie que la croûte océanique la plus ancienne se trouve toujours dans les zones de subduction. Par exemple, la fosse des Mariannes contient certaines des roches les plus anciennes du fond marin, qui sont subduites lentement. Les taux de subduction varient significativement. La plaque du Pacifique subduit sous la plaque eurasienne et la plaque des Philippines à des vitesses allant jusqu'à 10 cm par an dans certaines sections. En revanche, la plaque de Nazca subduit sous la plaque sud-américaine à une vitesse moyenne d'environ 6,5 cm par an. Ces vitesses, bien que semblant lentes, totalisent des déplacements de kilomètres sur des millions d'années. L'étude de ces vitesses et angles de subduction aide les scientifiques à prédire l'activité sismique et volcanique. La sismologie de ces zones, en particulier la distribution des tremblements de terre dans la zone de Vadati-Benioff, nous révèle la géométrie de la plaque subduite. La zone de Vadati-Benioff est une bande sismique qui s'étend de la fosse océanique vers l'intérieur de la Terre. Les tremblements de terre dans cette zone peuvent se produire à des profondeurs allant jusqu'à 700 km, bien plus profonds que la plupart des tremblements de terre de faille. Cela indique que la plaque subduite reste froide et cassante jusqu'à ces profondeurs. La recherche à ces profondeurs extrêmes n'est pas seulement un défi technologique. Elle nécessite également une compréhension profonde de la biologie, de la chimie et de la géophysique. Nous commençons à peine à gratter la surface de ce qui se cache dans les zones de subduction. Chaque nouvelle expédition, chaque nouvel échantillon, chaque nouvelle espèce découverte nous rapproche un peu plus du dévoilement des mystères de notre propre planète. La biodiversité qui prospère dans ces environnements extrêmes nous enseigne l'incroyable capacité de la vie à s'adapter et à évoluer. Elle nous oblige à reconsidérer nos définitions de ce qui est possible. Et pas seulement cela, mais elle nous alerte également sur l'importance de protéger ces environnements vierges. L'exploitation minière en eau profonde, par exemple, est une menace potentielle pour ces écosystèmes uniques. Bien que les zones de subduction soient riches en gisements minéraux, l'extraction pourrait détruire des habitats millénaires en quelques jours.
La conscience et la recherche sont fondamentales pour une gestion responsable de ces ressources. La protection de ces merveilles naturelles sous-aquatiques est cruciale pour les futures générations de scientifiques et pour la connaissance globale. Ces lieux sont des laboratoires vivants de la nature, essentiels pour comprendre l'histoire de la Terre et l'évolution de la vie. La profonde connexion entre la dynamique géologique et la vie biologique dans les zones de subduction est un rappel constant de l'interconnexion de tous les systèmes terrestres. Des profondeurs les plus sombres de l'océan au sommet des montagnes, l'influence de la subduction est palpable. Et les organismes qui y résident sont un témoignage vivant de l'incroyable adaptabilité de la vie. Ils nous enseignent que la vie ne trouve pas seulement un chemin, mais qu'elle prospère dans les conditions les plus impensables. Alors explorateurs, la prochaine fois que vous penserez à la Terre, souvenez-vous du monde caché sous vos pieds. Un monde de feu et de glace, de pression et de vie, forgé dans les profondeurs des zones de subduction. Si ce voyage dans les profondeurs de notre planète vous a émerveillé autant que nous, il y a beaucoup plus à découvrir sur la chaîne Explorando. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos futures expéditions. Mettez un j'aime à cette vidéo si vous avez trouvé fascinante la vie extrême des zones de subduction. Laissez un commentaire avec vos réflexions ou questions et continuons à explorer ensemble. Et partagez ce contenu avec ceux qui, comme vous, cherchent à élargir leurs horizons de connaissances.